nous respirons dans l'air du plastique, dans l'air que nous respirons, dans l'eau qu'on boit, il y a du plastique, et dans notre corps, il y a du plastique sans qu'on le sache. C'est clair que des molécules de petite taille, par exemple, auront plus de facilité à rentrer dans un organisme humain que des molécules de grande taille. Et ça fait un petit peu le côté cheval de Troie. Elles cachent des molécules qui peuvent être potentiellement toxiques. Et puis ensuite, il y a ces particules de plastique, comme elles se promènent dans l'eau, dans l'air, sur nous, sur les animaux et tout ce que l'on veut. Il y a un certain nombre de ces particules qui vont être recouverts de composés toxiques. Alors ça peut être des métaux lourds, ça peut être des perturbateurs endocriniens, ça peut être des produits chimiques un peu particuliers. Lorsqu'on est en contact avec les microplastiques, une augmentation d'une certaine forme d'inflammation à bas bruit. Donc on n'a pas une forte réponse inflammatoire, mais on a une petite inflammation. On a le stress oxydant aussi, dont on parle souvent, qui va voir ses marqueurs augmenter également. Donc on a plutôt un état... Alors, c'est pas un état de mort imminente, bien évidemment, mais c'est un état où on a des marqueurs d'une espèce de mal-être cellulaire qui est présent, quoi. Vous avez entendu parler des microplastiques et des dangers pour notre santé. J'avais envie d'en savoir plus et de vous donner une information claire à ce sujet. Mais qu'est-ce que c'est les microplastiques ? Quel danger ça pose à notre santé ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir, pour préserver sa santé ? Voilà ce que vous allez découvrir dans cet épisode de Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Je suis Fabrice Vidal, philosophe, et à côté de ce podcast, je vous propose des cours en ligne, dont un cours pour découvrir ce que sont nos émotions, arriver à écouter ce qu'elles cherchent à nous dire, pour en faire des points d'appui, des forces qui nous donnent de l'allant, et qui nous permettent de changer notre rapport au monde de manière plus heureuse. Mais je vous propose aussi plein d'autres cours pour découvrir la méditation, une introduction à la philosophie, et plein d'autres encore. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Alors, rapidement, je suppose, donc moi je m'appelle Jean de Marcotte, donc je suis professeur de physiologie, plutôt de physiologie de la nutrition, à l'Université de Bourgogne-Europe, à Dijon. Et puis, j'exerce aussi quelques activités d'expertise pour différentes agences dans le domaine principalement de la sécurité sanitaire des aliments. Donc ça, c'est votre domaine d'expertise, ce sur quoi vous travaillez, c'est mon métier. Surveiller, étudier l'alimentation. Oui, en partie, c'est ça. Enfin, alors, d'un point de vue enseignement, par exemple, j'enseigne tout ce qui est beaucoup plus la physiologie au sens large et notamment donc tout ce qui est le métabolisme. Et puis, effectivement, en matière d'expertise, il y a un aspect beaucoup plus, donc dans ce cas, sécurité sanitaire, alimentaire, chez l'humain, mais aussi chez l'animal. Parce que vous travaillez entre autres auprès d'agences sanitaires européennes. Oui, françaises notamment. Qu'est-ce qui vous a conduit, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des microplastiques. Qu'est-ce qui vous a conduit ? Parce que voilà, c'est un peu lié à votre travail, mais c'est pas le cœur de votre travail. Et là, vous publiez un livre absolument passionnant sur un sujet dont on commence un peu à parler. Comment vous êtes retrouvé à travailler ce sujet-là ? Alors justement, c'était plus au travers c'est un peu les deux, au travers de l'activité d'enseignement et celui d'expertise. À savoir que j'avais eu analysé il y a quelques années de l'alimentation pour animal dans lequel il y avait une suspicion de présence de résidus, et notamment de résidus plastiques. Et en regardant un petit peu de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait quand même des résidus plastiques, on en retrouvait un petit peu partout. Donc là, j'ai fait une analyse beaucoup plus scientifique en faisant une analyse vraiment des publications scientifiques sur le domaine. Alors, pas forcément toutes, il y en a quand même énormément, mais en essayant de regarder quelles étaient les origines de ces microplastiques, quels étaient les devenirs de ces microplastiques. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai publié dans des revues scientifiques des articles, et puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment une problématique intéressante, parce qu'elle est complexe, enfin, je pense qu'on va l'aborder ensuite petit à petit, mais elle est compliquée, l'origine, elle est compliquée, le devenir, on ne sait pas trop, les conséquences sur la santé, les conséquences sur les écosystèmes. Il y avait énormément de questions, et puis je trouvais que c'était quand même un sujet qui pouvait intéresser un éditeur, et c'est comme ça un petit peu que le livre a commencé à naître. Moi, je trouve ça intéressant du point de vue de comprendre comment on travaille, comment un professeur comme vous fait de la recherche, voilà.
C'est pas d'un seul coup, ah oui, je vais étudier ça. Ça vient, ça naît la curiosité, un certain étonnement, on creuse et doucement s'ouvre un nouveau champ de recherche. Tout à fait. C'est ça, c'est-à-dire que un point qui semble intéressant, avec donc ces plastiques qui sont aussi des vecteurs d'un certain nombre de composés éventuellement toxiques, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose. C'est vrai que c'était pas au départ, c'était pas vraiment mon cœur de métier, même si on est quand même dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition à un moment ou un autre. Mais je me disais que c'était un thème vraiment que je trouvais intéressant. Donc j'ai fait une synthèse bibliographique relativement poussée, avec, je vous dis, des publications dans différents journaux scientifiques. Et puis après, effectivement, il y avait le côté où on peut évoluer un petit peu. J'ai intégré ça dans des cours. Je faisais des cours dans l'Université pour tous. On a fait un petit peu de publicité, l'Université pour tous de Bourgogne. Donc, une université qu'on appelait autrefois du troisième âge, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui pourrait être intéressant aussi de leur parler, de tout ce qui est un peu dans l'alimentation, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir dans l'alimentation, comme, je sais pas quoi, des perturbateurs endocriniens, des PFAS et justement les microplastiques. Ça fait pas très longtemps qu'on parle des microplastiques. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, je me souviens pas qu'on parlait des problèmes des plastiques, mais j'ai l'impression que comprendre ce que sont les microplastiques, c'est plus récent. Oui, je pense que vous avez raison. C'est vrai que les plastiques, déjà, c'est récent. Enfin, à l'échelle de l'humanité, le plastique, ça date du début du XXe siècle, donc c'est quand même relativement récent. Et par contre, effectivement, la fragmentation de ces plastiques, la notion que finalement, le plastique ne disparaît pas complètement et qu'il reste toujours des plastiques sous des petites formes. Donc un sac en plastique, si vous le mettez dehors, au bout de quelques années, vous ne le verrez plus, c'est parce qu'il est tout simplement en petits morceaux. Puis si on regarde de plus près, on va dire, ah, effectivement, il y a des tout petits morceaux, puis de plus en plus petits. Donc on ne le voit plus, mais il est toujours présent. Donc je pense que cette problématique, effectivement, elle a émergé il y a, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'années, lorsqu'il y a eu les premières observations sur des moules, sur des poissons, sur des animaux marins, beaucoup, ou dans du sel, même marin, tout simplement. Et on s'aperçoit que, effectivement, dans le sel, on retrouve du sel, c'est bien, mais on va retrouver aussi des petites particules qui étaient du plastique. Et à partir de là, je pense que les gens se sont intéressés à ce problème, quoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, et là c'est complètement abyssal, c'est que les microplastiques, c'est vraiment des micros. C'est-à-dire que nous sommes... Est-ce que c'est exagéré de dire que nous respirons dans l'air du plastique, dans l'air que nous respirons, dans l'eau qu'on boit, il y a du plastique, et dans notre corps, il y a du plastique sans qu'on le sache? Alors, on peut faire une réponse courte, oui. C'est dingue. On en trouve. C'est vertigineux. On en trouve beaucoup. Alors après, on retrouve beaucoup de choses aussi dans l'air. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi peut-être des moyens d'analyse qui sont plus poussés aujourd'hui qu'ils n'étaient autrefois, donc qui vont permettre d'identifier, par exemple, des particules de plastique plus aisément qu'on ne pouvait le faire il y a quelques années. Mais de toute façon, c'est sûr que les microplastiques proviennent de la dégradation des plastiques. Et l'utilisation des plastiques, c'est le début des années 50 principalement. Et comme il faut quelques dizaines d'années avant qu'ils se fragmentent, il est probable que dans les années 50, 60, 70, 80, il y avait très très peu de microplastiques. Et puis qu'à partir de maintenant, il y a plus de plastique produit et il y a plus de microplastiques qui vont se former. Vous donnez plein de chiffres. On produit 460 millions de tonnes de plastique par an. Alors, il y a une comparaison que j'aime bien faire et qui je pense, est encore pire que ce chiffre-là, parce que 460 millions, honnêtement, des millions de tonnes, ça parle pas vraiment. Mais je trouve qu'il y a une comparaison intéressante, c'est de se dire, voilà, on a à peu près 8 milliards d'individus sur la planète. Ils font en moyenne 60 kilos. Et si on fait la multiplication, on arrive à 480 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'il y a autant de plastique produit par an que la masse corporelle, le poids corporel de tous les terriens. Mais ça, tous les ans. C'est effrayant. Ce qui est effrayant, c'est que c'est que ça devient des microplastiques. Alors, ça ne devient pas forcément des microplastiques. Si jamais c'était bien traité et bien recyclé, on pourrait éviter que ça se transforme en microplastique. Mais le problème, c'est que c'est pas très bien fait, et donc la matière se disperse. Tout à fait. C'est-à-dire que, globalement, c'est compliqué à savoir exactement des chiffres bien précis, mais on peut estimer qu'il y a entre 1 et 4% à peu près du plastique qui finit sous forme de microplastique. Donc c'est pas beaucoup. Le pourcentage est relativement faible. Sauf qu'on est toujours en millions de tonnes, voire si on part de tout le plastique qui a été formé au cours de ces 50 dernières années, on est à peu près 9 à 10 milliards de tonnes, quoi. Donc ça, même s'il y en a uniquement 1%,
on est en millions de tonnes, on est en dizaines de millions de tonnes, on est voilà, des quantités qui sont faramineuses. Qu'est-ce qu'on sait sur l'impact des microplastiques sur notre santé ? Alors, là, c'est une très bonne question aussi, dans la mesure où, alors, sur la santé humaine, il n'y a pas d'études, bien évidemment, cliniques où on a pris une cohorte de personnes à qui on a fait manger des microplastiques et puis on a regardé s'ils étaient malades ou pas. On n'en est pas là, heureusement, mais ce que l'on voit, c'est que toutes les études qui sont donc ce qu'on appelle des études un peu in vitro ou des études sur des modèles animaux montrent quand même qu'on a souvent une augmentation, lorsqu'on est en contact avec les microplastiques, une augmentation d'une certaine forme d'inflammation à bas bruit. Donc on n'a pas une forte réponse inflammatoire, mais on a une petite inflammation, on a le stress oxydant aussi, dont on parle souvent, qui va voir ses marqueurs augmenter également. Donc on a plutôt un état, alors c'est pas un état de mort imminente, bien évidemment, mais c'est un état où on a des marqueurs d'une espèce de mal-être cellulaire qui est présent, quoi. Ce que je trouve très fort dans votre livre, c'est justement votre souci très scientifique de montrer ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on peut suspecter, ce qui reste à établir. Et comme vous l'avez dit, c'est pas très facile de pouvoir dire en toute clarté quelles sont les conséquences sur la santé de ces microplastiques. Oui, enfin, il n'est pas possible de dire quel est le risque précis. Alors, pour plein de raisons, justement. Alors, c'est pareil, on a parlé jusqu'à présent de microplastiques, mais c'est quoi des microplastiques ? C'est des petites particules de plastique, mais ça peut être du polyéthylène, ça peut être du polypropylène, ça peut être du polylactique, ça peut être du PVC, ça peut être tout un tas de composés, ça peut être des composés de petite taille, donc on parle de microplastiques lorsque la taille est inférieure à quelques millimètres. Après, on a ce qu'on appelle les nanoplastiques, où la taille est un petit peu plus petite encore, mais c'est clair que des molécules de petite taille, par exemple, auront plus de facilité à rentrer dans un organisme humain que des molécules de grande taille. Donc parfois on parle de masse, par exemple, de plastique qui est consommé par jour ou par semaine. Il y avait ce fameux chiffre du WWF il y a quelques années qui disait qu'on mangeait 5 grammes de plastique par semaine. Donc ça ferait qu'à la fin on aurait une carte bancaire. Une carte bancaire toutes les semaines de manger, etc. Mais c'est beaucoup. Mais c'est une image et tout ça. Mais on mange une carte bleue où on boit, où on ingurgite l'équivalent d'une carte bancaire toutes les semaines. Il y a un truc, c'est sûr que là, on se dit ah, waouh! Ouais, mais en plus, peut-être que cette valeur, elle est pondérée par le fait que, probablement que plus les particules de plastique sont petites, donc moins lourdes, bien évidemment, plus elles seront dangereuses. Donc c'est pas parce que... Non. Donc voilà. Voilà. Plus elles sont petites. Vous pouvez faire un peu... Vous avez parlé de plein de noms. Oui. Vous pouvez essayer de dire en gros ce qu'on peut savoir sur ces différentes... Non, franchement, pas vraiment. Dans la mesure où c'est des composés qui vont être utilisés pour différentes applications. Alors là, ça rentre plus dans de la chimie des matériaux sur lequel je serais un petit peu moins à l'aise quand même pour vous donner des informations. On ne sait pas lesquels seraient plus dangereux que d'autres. Aujourd'hui, donc on sait que c'est sans doute dangereux. On a quelques études, voilà, sur le stress et l'inflammation, mais on ne sait pas vraiment pour l'instant plus que ça. On sait la quantité un peu qu'on ingurgiterait, on comprend un peu le mécanisme, mais voilà un peu où on en est, c'est ça ? Oui, alors après, il y a un autre point aussi sur ces microplastiques, c'est qu'ils sont aussi capables de porter d'autres composés toxiques. C'est-à-dire que dans le plastique, par exemple, vous avez des agents, le bisphénol A, qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques années, qui était un perturbateur endocrinien qui permet qu'on le met dans le plastique de façon à le rendre plus souple. Ce qui était beaucoup utilisé, par exemple, dans les tétines de biberon ou des choses comme ça. Donc ça, c'est indispensable à la fabrication du plastique, c'est indispensable à rendre le plastique relativement souple. Mais lorsque vous le mâchez, ce plastique, vous allez libérer, par exemple, ces fragments de bisphénol A. Donc là, c'est pas une toxicité du microplastique lui-même, c'est une toxicité de la fragmentation du plastique. On est à la limite, quoi. Et puis ensuite, il y a ces particules de plastique, comme elles se promènent dans l'eau, dans l'air, sur nous, sur les animaux et tout ce que l'on veut. Il y a un certain nombre de ces particules qui vont être recouverts de composés toxiques. Alors ça peut être des métaux lourds, ça peut être des perturbateurs endocriniens, ça peut être des produits chimiques un peu particuliers. Et ça fait un petit peu le côté cheval de Troie, où en fait on a une particule de plastique qui, est toxique ou pas, en fait, peu importe. Mais par contre, elle cache dans son sein elle cache des molécules qui peuvent être potentiellement toxiques. Pourquoi les microplastiques gardent et sont des chevals de Troie de
des perturbateurs endocriniens? Alors, c'est souvent par des liaisons un peu de chimiques, hein, ou éventuellement la forme qui va permettre. C'est-à-dire que une particule de plastique, ça a une certaine surface, ça peut interagir, mais plus on coupe, plus on a de surface en fait à une molécule de plastique. Donc plus on va pouvoir aussi avoir des molécules toxiques qui vont se fixer sur ces particules. Plus la particule est petite, plus vous avez de chance en fait, plus vous avez de surface et donc plus vous aurez de chance de fixer des composés toxiques ou pas toxiques. Hein, on peut peut-être s'en servir aussi d'ailleurs, comme les nanoparticules un petit peu en santé ou qu'on peut utiliser. Est-ce que vous pouvez bien rappeler ce que sont les perturbateurs endocriniens et ce qu'on sait dessus? Alors, perturbateurs endocriniens sont des composés qui... Alors, on va faire une définition un peu bête, mais c'est ce qui perturbe le fonctionnement endocrinien. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. En fait, ce sont des composés qui vont être présents dans l'air, dans l'alimentation, dans les vêtements, dans beaucoup de produits d'entretien, etc. Et qui vont donc perturber le fonctionnement endocrinien. C'est-à-dire que le système endocrinien ou le système hormonal, c'est la même chose. Ça comporte des hormones qui sont sécrétées, donc qui sont produites par des organes, qui ensuite vont dans la circulation sanguine et vont agir sur une cible, un tissu autre, et modifier le fonctionnement de ce tissu en question. Un perturbateur endocrinien, ça peut modifier la synthèse de l'hormone, ça peut modifier son interaction avec le récepteur, ça peut modifier son transport, ça peut modifier sa dégradation. Donc ça va modifier le fonctionnement d'un système hormonal. Alors ça peut être n'importe quel... Ce qui a été mis en évidence au départ, c'était beaucoup sur la reproduction, notamment la reproduction des animaux sauvages. La première expérience, entre guillemets, ou la première observation pour les perturbateurs endocriniens, c'était des béliers qui mangeaient du trèfle. Et dans le trèfle, il y a une espèce d'œstrogène. Et donc, les béliers perdaient leur capacité à se reproduire. Donc ça, c'est un perturbateur endocrinien tout à fait naturel. Alors, on mange pas beaucoup de trèfle en tant qu'humain, mais on a un produit tout à fait naturel. Et puis après, il y a d'autres composés, notamment qu'on va retrouver dans différents produits chimiques qui vont modifier ce fonctionnement hormonal, endocrinien. Le point commun, pourquoi je parle aussi des perturbateurs endocriniens avec les microplastiques, j'ai l'impression que le point commun entre tout cela, c'est ce qu'on a du mal à voir, que c'est une pollution lente, cumulative et presque invisible. Donc c'est un peu ça qui renouvelle un peu notre manière de penser. Parce qu'au fond, on en était resté, bon voilà, je mange des aliments qui sont pas sains pour moi, je prends des choses qui sont empoisonnées, c'est à peu près clair. Là, on rentre dans un nouveau continent. Oui, on rentre dans un domaine qu'on ne maîtrise pas vraiment beaucoup parce que... On ne maîtrise pas et qu'on a du mal à même se représenter. Les perturbateurs endocriniens, par exemple, il y en a sûrement présents dans des matériaux de construction, par exemple, à mettre des molécules contre le feu, contre la propagation, des retardateurs de flamme, qui vont contenir des perturbateurs endocriniens. Mais bon, vous serez très content d'avoir un retardateur de flamme s'il y a un incendie chez vous. Mais d'un autre côté, tous les jours, à tout moment, on va respirer ces perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce que ça a un effet très marqué? C'est pas forcément évident non plus. On n'est pas tous morts d'avoir respiré, plutôt l'inverse, même d'ailleurs, en règle générale. Donc c'est vrai que les perturbateurs endocriniens, ils sont très présents. Il y a vraiment une des caractéristiques, pour revenir juste un point sur les perturbateurs, c'est vrai ce sont des molécules qui vont agir à très très faible dose, ce qui les rend très particuliers aussi. Donc on a des molécules qui vont agir à des doses qui, théoriquement, pour beaucoup de composés toxiques, ne seraient pas toxiques justement. Mais les perturbateurs endocriniens arrivent à agir à des doses très très faibles aussi. Ce qui les rend encore plus invisibles et dangereux en même temps. Et il y a beaucoup de progrès sur la compréhension des microplastiques et des perturbateurs endocriniens pour voir un peu, est-ce qu'il y a beaucoup de recherches dans le monde ou c'est encore... Alors, il y a pas mal de recherches quand même. Alors, sur les perturbateurs endocriniens, oui, il y a quand même une prise en compte depuis maintenant, je sais pas, une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de réunions scientifiques sur le sujet. Après, ça veut pas dire qu'on progresse énormément parce que souvent, ce sont des produits qui sont indispensables aussi pour la fabrication d'un certain nombre de composés. On peut toujours dire, on arrête de mettre du bisphénol A, par exemple, dans des tétines. Oui, mais si les tétines, elles sont plus utilisables, faut remettre un autre produit ou il faut continuer avec ce produit-là. Donc, c'est très, très difficile de s'en débarrasser. Comme les plastiques. Les plastiques, oui, on parle de 460 millions de tonnes, mais c'est utile. Je veux dire, ça, c'est de l'emballage, c'est des vêtements, c'est des objets médicaux, c'est des choses dont on a besoin d'une manière ou d'une autre. Mais
Mais oui, je pense que après, au niveau de travaux sur les microplastiques, en ce moment, ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est des travaux qui montrent effectivement la présence de microplastiques dans des organismes vivants, chez l'humain, chez l'animal, dans des lieux étonnants, les lacs de montagne, les choses comme ça. On va retrouver des microplastiques partout à la surface de la Terre. Ça, maintenant, oui. Après, le côté vraiment impact sur la santé, précisément, les mécanismes qui pourraient conduire à des troubles sur la santé, un petit peu moins là quand même. On croit, une des illusions, c'est que le plastique finira bien par disparaître. Et vous montrez dans le livre à quel point cette idée est trompeuse. Oui, c'est le côté visuel, c'est-à-dire que effectivement, vous mettez un sac en plastique, vous le voyez, ce sac en plastique, vous le coupez en petits morceaux de 5 mm, vous le voyez moins bien, et puis ensuite, ces morceaux de plastique, vous les mettez sous forme de fragments d'un micron. Un micron, ça, vous ne le voyez plus à l'œil nu. 5 mm, ça, on le voit, bien évidemment, mais un micron, on ne le voit plus. Donc le sac, il a disparu, visuellement. Mais en fait, le plastique, au lieu d'être sous la forme d'un sac, eh bien, il est sous la forme de plein de petites particules. Donc il y a ça, et en plus, ça met très longtemps à disparaître. Alors là, c'est pareil, je pense que ça dépend, pour revenir un petit peu sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des différences de comportement ? Oui, là, il y a des différences de comportement, effectivement, entre le PVC, le PE, etc. Le filet de pêche, vous dites 600 ans. Ouais, après, c'est une estimation, je suppose, oui. C'est ce qu'on voit dans la littérature, oui, c'est ce que les gens ont décrit. Je veux dire que globalement, c'est très, très long, quoi. Ah oui, c'est... Ouais. À l'échelle humaine, c'est long, quoi. Est-ce qu'on peut essayer de faire un peu où il y en a ? Qu'est-ce qui fabrique les microplastiques ? Parce que donc, on voit tous le plastique, mais c'est pas parce que, là aussi, c'est pour ça que c'est tout à fait étonnant comme sujet, parce que on voit pas les microplastiques, mais même, on ne sait pas souvent qu'il y a du plastique. Voilà, le mot plastique, d'accord, je vois ma bouteille en plastique, le sac plastique, mais il y en a beaucoup plus que cela. Alors, si on part du principe que les microplastiques, en fait, viennent de la dégradation du plastique. Alors, il y avait des fois, il y a eu, il y a quelques années, des microparticules de plastique qui étaient fabriquées pour, je pense, des aspects abrasifs. On en trouvait, soi-disant, dans les dentifrices ou dans certaines crèmes. En principe, c'est interdit, ça, maintenant. Donc, on aurait pu en trouver. Donc, les microplastiques que l'on va retrouver, ce qu'on appelle des microplastiques secondaires, donc, ils viennent de la dégradation des plastiques. Alors, le plastique, les 460 millions de tonnes là d'aujourd'hui, c'est pour une petite moitié de l'emballage. Après, on va avoir justement le côté bâtiment, construction, automobile, et puis un petit peu moins agriculture, pêche, et puis après divers, quoi. Et puis les vêtements. Et les vêtements. Alors, les vêtements, c'est pas forcément un pourcentage extrêmement important, mais le vêtement, c'est une source aussi, effectivement, très, très importante. Dans la mesure où les vêtements, c'est mieux de les laver quand même, une fois de temps en temps, et qu'à chaque lavage, on frotte les vêtements, ou la machine à laver, ça dépend comment on est, mais globalement, on frotte le vêtement, il y a un côté abrasif, et à l'arrivée, on libère beaucoup, beaucoup de particules de vêtements. Et les vêtements, comme ils sont souvent, je sais plus, 60-70%, avec des substances plastiques à l'intérieur, des polis, quelque chose, du vinyle, des choses comme ça, on a des... Oui, parce que moi, avant de vous lire, j'aurais pensé aux bouteilles en plastique. Mais alors vous dites, voilà, comme vous l'avez dit, les textiles synthétiques libèrent des microplastiques à chaque lavage. Les pneus libèrent des particules par abrasion. Donc chaque fois qu'on roule, pouf, les peintures et les revêtements se dégradent. Donc c'est vraiment des gestes complètement non spectaculaires qui entraînent la réalité des plastiques. Un seul vêtement peut libérer jusqu'à 700 000 fibres plastiques par lavage. Ouais, c'est entre 10 et 50 000 ou plus. Enfin, c'est 10 à 50 000 minimum, et puis ça peut aller au-delà, quoi. Vous dites les textiles représentent d'ailleurs 35% des microplastiques présents dans les océans. Oui, parce que c'est des plastiques qui sont produits à chaque lavage. Et ensuite, même s'il y a des filtres sur certaines machines, alors en principe, il y a un petit peu une obligation depuis quelques mois d'avoir des filtres sur les machines à laver. Mais toutes les anciennes machines, et puis on n'est pas sûr que les filtres assurent vraiment 100% de protection, ça part dans l'eau, quoi. Donc ça part dans l'eau du caniveau, de l'égout, de la rivière, de la mer, et ça finit dans les océans. Oui. Et aussi, une des difficultés des microplastiques, c'est qu'ils ne sont pas toujours détectables. Là, on parle de microplastiques qu'on peut détecter, mais en fait, on ne sait pas.
Ben, oui, je pense que pour l'instant, on est parti du principe qu'il y avait effectivement des plastiques, des microplastiques et des nanoplastiques. Donc, on part quelque chose de visible à quelque chose d'invisible. Mais on peut sûrement continuer la fragmentation et se retrouver avec des plastiques, vraiment des nanoplastiques tout petits, très très petits, qu'on va retrouver, oui, qu'on va pas être capable de visualiser, tout du moins simplement. Quelque chose d'un micron, on ne le voit pas à l'œil. Un cheveu, ça fait à peu près 100 microns de diamètre, donc vous voyez, un micron, c'est très très peu, quoi. On a parlé des dangers pour la santé, on a parlé du stress oxydatif, des perturbations cellulaires. Vous dites aussi qu'il y a certaines études qui montrent qu'en s'accumulant dans les tissus, ça peut déclencher des réponses immunitaires chroniques. Voilà, c'est le côté, avec l'inflammation, il peut y avoir aussi une espèce de réponse immunitaire à bas bruit, c'est-à-dire qu'on va avoir des molécules qui sont impliquées dans le système immunitaire, qui vont être plus synthétisées pour lutter en fait contre ce mécanisme, cette présence. Et alors c'est pas non plus, voilà, vous n'avez pas une réponse immunitaire forcément violente, on est toujours dans du bas bruit, mais elle est présente, comme l'inflammation, comme... Et concrètement, ça pourrait entraîner quoi comme problème ? Une inflammation ou une réponse immunitaire permanente, c'est souvent un peu... Enfin, ça peut rien provoquer, hein, bien évidemment, dans le meilleur des cas. Sinon, on est quand même dans un état un peu pré-pathologique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va avoir une espèce d'inflammation ou une réponse immunitaire permanente. Ça rend quand même le tissu plus sensible, quoi. Donc, éventuellement, évolution péjorative, cellule un petit peu anormale ou pas, quoi. Enfin, c'est difficile d'envisager, en fait, honnêtement. J'aurais du mal à vous dire précisément. Est-ce que ça peut avoir un effet cancérigène ? On peut pas savoir. Pourquoi pas, mais enfin, pas tout de suite. Enfin, Mais en tout cas, ça rendrait notre système immunitaire plus faible. En quelque sorte. Après, encore une fois, ça peut prendre sur plusieurs années. En même temps, comme on ingurgite du plastique, une carte de crédit toutes les semaines, sur 10 ans ou sur 15 ans, on peut se demander... Mais je vous réinviterai dans 10 ans quand on aura avancé qu'on aura avancé. Et l'autre point aussi, on a parlé que les microplastiques, le problème, c'est pas seulement eux, c'est comment... Vous dites que c'est des éponges chimiques. Ouais. Parce qu'on a donc, et aussi les métaux lourds, les pesticides. Que ça rentre dans le tube digestif. Alors, c'est sûr que pour revenir un petit peu sur le point santé... Je ne veux pas du tout paniquer tout le monde. Hein, voilà, c'est ça. Votre livre n'est pas pour paniquer. Votre livre est juste de dire, il faut quand même se poser des questions. C'est un côté un peu, je sais pas, on dit pédagogique ou andragogique ou ce qu'on veut, enfin, pour un petit peu essayer de donner des informations. Mais le côté santé, je pense qu'il faut pas s'alarmer. Après, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment très peu... Enfin, on n'a pas d'assurance d'un effet santé. On voit effectivement que d'un point de vue biologique, il se passe des choses qui sont plutôt pas forcément une bonne idée, mais on peut pas conclure que... on peut conclure qu'on va tous mourir, hein, ça c'est sûr, mais quelle que soit la situation, on va y arriver, quoi. Mais non, je pense qu'il faut pas être inquiet, il faut juste peut-être faire attention et... Pas vous recommander quand même d'essayer de réduire la quantité de plastique qu'on utilise au quotidien. Si on veut lutter contre les microplastiques, la seule solution, c'est effectivement de limiter la consommation de matières plastiques, de ne pas encourager la production de matières plastiques en plus. Là, on parle de 460 millions de tonnes, par exemple, mais il y a alors après, c'est des estimations, il faut voir, mais on parlait d'1 milliard de tonnes dans 10-15 ans maintenant, quoi, en 2040. Donc, même si vous dites, on ne peut pas être sûr de la catastrophe sur la santé, vous dites quand même... Et là, j'aimerais creuser. Pourquoi vous dites quand même, il faut faire quand même attention, il faut réduire la quantité de plastique. Parce que si c'est pas si grave, pourquoi il faut réduire la quantité de plastique ? Alors, je reprendrai plutôt votre phrase, on n'est pas sûr. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas si sûr que c'est dangereux. Je pense qu'effectivement, c'est pas un danger, c'est pas une maladie virale qui va nous toucher, etc. On est quand même sur quelque chose, je dis toujours, à un niveau relativement bas. Mais il y a quand même, on peut pas négliger quand même un risque quelconque. On n'est pas à l'abri de voir dans quelques années qu'effectivement des états pathologiques, des situations particulières apparaissent. Qu'on peut relier soit au microplastique directement ou qu'on peut relier aux effets de toute petite taille de ces microplastiques. C'est quelque chose qui est, si c'est sous forme nanoparticulaire, le plastique pourra avoir aussi des conséquences beaucoup plus graves pour la santé, je pense. De quel ordre ?
C'est-à-dire que ce qu'on appelait les nanoparticules, donc des particules qui sont vraiment de la taille nanométrique, ben on va avoir des capacités à pénétrer les cellules de façon beaucoup plus simple, beaucoup moins contrôlée que des grosses molécules. Pour qu'une grosse molécule rentre dans une cellule, il faut qu'elle soit transportée, il faut qu'il y ait des structures particulières au niveau de ces cellules qui vont permettre l'entrée à l'intérieur. Des toutes petites molécules, ça va rentrer un peu directement. Ça va traverser les membranes et ça va rentrer. Donc là, ça pourrait être plus dangereux. Là, ça pourrait être plus dangereux. Alors, ça peut être utile. Je sais que c'est utilisé, par exemple, en thérapeutique. Bon, c'est pas mon domaine de compétence non plus, mais ça peut être utilisé justement pour porter des molécules bénéfiques pour l'organisme. Mais on peut bien évidemment aussi porter des molécules qui sont beaucoup moins positives, quoi, pour l'organisme. Donc, il y a un aspect précaution. Voilà. Il y a un aspect, logiquement, là où on est aujourd'hui, un principe de précaution devrait nous conduire chez nous, sans devenir parano et tout ça, d'essayer d'éviter le plastique et de revenir, vous dites d'abord de commencer à revenir à des matériaux durables, le verre, l'inox, le bois. Ça, c'est un premier principe. Ouais, je pense que c'est le bon principe. Vous l'avez dit très très justement, il n'y a pas un danger immédiat, il y a pas, mais on peut quand même prendre des petites précautions de façon à éviter que la situation n'empire. Et de toute façon, on va se faire du bien à la limite. Donc vous êtes tout à fait favorable à éviter tous ces objets à usage unique, gobelets, couverts, emballages en plastique. Voilà, ça... Bah oui, c'est pareil. J'ai pas tout à fait les chiffres en tête, mais on considère que c'est des produits, par exemple, tout ce qui est usage unique. On va l'utiliser, certains emballages, et on va les utiliser pendant quelques secondes, ou des fourchettes en plastique, on va l'utiliser quelques secondes, et après, elle va mettre 300 ans, 500 ans, 1000 ans à disparaître. Donc, il y a un décalage entre pourquoi utiliser un objet quelques secondes et ensuite attendre quelques centaines d'années avant qu'il disparaisse. Donc, effectivement, on évite quand même tout ce qui est plastique, en sachant qu'à un moment ou à un autre... Bon, après, il y a une question... Au-delà de la question de santé, une question écologique. Alors, il y a une question écologique, il y a une question économique aussi, qu'il ne faut peut-être pas oublier. C'est vrai que souvent, le plastique, c'est bien parce que c'est pas cher non plus. Ça coûte pas cher à produire, c'est facile à produire, ça coûte pas cher, il y a plein d'applications différentes. Et après, il y a effectivement le côté écologique aussi, oui, bien sûr. Dans les choses que vous nous apprenez, voilà, des règles de bon sens qu'on peut appliquer. Donc, on a dit éviter un peu le plastique et après se rendre compte que la chaleur et le plastique, c'est pire. Ça fait encore plus mauvais ménage. Ouais, ça c'est... Donc le gobelet en plastique pour boire son thé, vaut mieux éviter. Ça c'est vraiment... Voilà, là on sait que c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mode un peu de défense individuelle. Donc, pour se protéger contre les microplastiques de façon individuelle, on évite effectivement de faire chauffer du plastique. On évite de mettre un film plastique sur sa barquette en plastique que l'on met au micro-ondes, etc. On ne boit pas effectivement une boisson chaude et surtout on ne fait pas réchauffer une boisson dans un gobelet en plastique. Enfin, ce genre de choses, on évite quand même. Mais ça, c'est vraiment d'un point de vue individuel, quoi. On va parler de... Oui. Non, mais allez-y, voilà. Donc, parce que votre livre est vraiment centré sur au niveau individuel et au niveau collectif, et il faut travailler sur ces deux directions. Qui ne sont pas forcément tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se protéger soi-même contre les microplastiques en évitant de faire réchauffer dans un gobelet. Mais la production du gobelet ou le devenir du gobelet, là, on est plus sur un problème écologique. C'est comment est-ce qu'on peut limiter, alors soit la production de plastique, c'est vrai qu'on peut aussi réduire un petit peu peut-être les emballages, les suremballages. On est dans une période où on aime beaucoup emballer quand même tous les produits alimentaires, notamment pour des histoires de sécurité sanitaire. C'est très très bien. Ça évite des contaminations, ça évite des pollutions, ça évite plein de choses, mais ça génère beaucoup de déchets. Donc c'est vrai que ça va être compliqué peut-être de limiter ces emballages, mais on peut peut-être participer en disant voilà, on achète du vrac, on fait c'est à la marge quand même, bien évidemment, parce que le vrac il est pas arrivé sous forme de vrac non plus, il est arrivé dans un sac, donc il y a toujours une petite limite à ça. Donc ça c'est d'un point de vue collectif, on peut limiter la production, puis après on peut surtout maintenant, je pense qu'il peut être important, c'est de bien gérer ces déchets plastiques, c'est-à-dire de ne pas jeter dans la nature du plastique, pas faire un trou au fond du jardin et puis enfouir les déchets plastiques en se disant on les voit plus, ils sont plus là, parce que ça, effectivement, sur du moyen terme, long terme, on va augmenter la pollution plastique. Pourquoi il y a un problème avec
Les sachets de thé. Alors là, c'est des produits, franchement, où j'ai un petit peu du mal à voir, un petit peu comme le problème des bouteilles d'eau en verre ou en plastique dans lesquelles il y a des particules, Voilà, parce etc. une étude oui, a montré qu'il oui, y aurait plus de plastique dans les bouteilles en verre. oui, Je crois dire que là, ça m'a foutu oui, un coup au moral, parce que oui. là, je me dis, Tout le bon, monde, je pense. Hein. là. Et donc, dans les sachets de thé, pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y avait du plastique. Il doit y en avoir dans les fibres en fait qui composent le. Là, j'avoue que je ne pourrais pas vous dire exactement d'où ça vient, mais c'est vrai que ça avait été. Il y a du plastique. Mais on sait qu'il y avait du plastique. En tout cas, il y avait une étude qui avait montré que peut-être que c'est une mauvaise fabrication de sachets ou je ne sais trop, mais probablement que si on prend du thé en sachet, effectivement, on va avoir un emballage, une espèce de fibre, et probablement qu'il y a des fibres plastiques dedans, quoi. Et les capsules de café? Alors, la capsule de café, quand on prend un truc un peu style Nespresso, là, en fait, c'est beaucoup d'aluminium, mais à l'intérieur, on a quand même une couche de plastique, ouais. Donc, il vaut mieux éviter, comme on l'a dit, à cause du chaud. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, après, les cartouches, si on fait les choses bien, elles sont recyclées ou elles sont... donc, il n'y a pas forcément de déversement dans l'écosystème, quoi. Par contre, pour sa consommation personnelle, effectivement... C'est mieux. Voilà. Vous conseillez de privilégier le café ou le thé en vrac. Alors, les vêtements. Donc, on a vu que c'était un vrai problème. Et donc là, quels sont les conseils que vous donnez? On peut déjà éviter d'avoir des vêtements en plastique. Est-ce que c'est mieux de porter des vêtements en laine, en coton? Alors, clairement, oui. D'un point de vue microplastique, oui. Là, après, on va avoir toujours aussi un peu le problème économique. Il est clair que des vêtements qui contiennent des matières plastiques, notamment du nylon et autres, ils sont beaucoup, beaucoup moins chers à produire. Je pense que les vêtements pas chers, on fait beaucoup parler d'eux aussi ces derniers mois et semaines. Ça coûte pas cher, ça a plein de défauts d'un point de vue environnemental, et notamment le défaut de produire à chaque lavage des microplastiques qui vont partir et qui vont finir dans les océans, quoi. Donc, il y a ce premier problème-là. Deuxièmement, le lavage. Quels conseils vous pouvez donner? Alors, voilà, je suis pas un grand expert en lavage de vêtements non plus, mais c'est sûr que plus on est agressif avec son vêtement, plus il va libérer des fibres. Qu'elles soient, d'ailleurs, que ce soit du coton ou que ce soit du nylon, ce sera la même chose. Donc, il vaut mieux laver à froid dans des cycles courts. Pas trop chaud, plutôt court. On vous dit qu'il faut essayer de remplir correctement la machine pour éviter les frictions. Donc, mettre peu de vêtements dans la machine, et là, c'est pas si bien parce qu'elles vont avoir plus de friction. Les produits cosmétiques et les produits d'hygiène. Alors là, en principe, il y a eu, il y a quelques années, des problèmes de ce qu'on appelait des microplastiques primaires, c'est-à-dire qu'il y avait des particules de plastique qui étaient rajoutées pour un côté un petit peu abrasif, mais doux, quoi. Sur du cosmétique, on va pas, bien évidemment, avoir une abrasion de la peau, mais avoir quelque chose qui massait un tout petit peu. Pareil dans les dentifrices. Alors, donc ça, théoriquement, ce n'est plus autorisé. Donc, mais il y a des polymères synthétiques, vous dites. Qu'est-ce que c'est? C'est des produits qui vont servir à donner de la texture, par exemple. Mais ça, vous en aurez un peu systématiquement partout, quoi. Ça va être compliqué, là aussi, de s'en débarrasser, quoi. Mais il faut, vous conseillez de bien lire les étiquettes et peut-être de privilégier les produits certifiés bio qu'en ont moins. Qu'en ont moins, oui. C'est sûr qu'une lecture d'étiquette, même si c'est fastidieux et pas forcément hyper motivant, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien. D'un point de vue cosmétique, d'un point de vue alimentaire aussi, ça peut être toujours bien de lire un petit peu ce qu'il y a de la composition des produits. Alors, l'autre point, c'est, je trouve ça tout à fait intéressant, dans la maison. Les produits nettoyage, et là, il y a plein de choses sur lesquelles il faut faire attention. Et des choses toutes simples, dont on parle beaucoup, comme bien aérer son appartement. Oui, alors, il y a beaucoup de fibres qui vont être produites en fait dans un espace clos. Donc ça peut être effectivement, je sais pas, un tapis, une moquette, certaines tentures murales qui vont libérer ces petites particules de plastique. Donc bien évidemment, si on est dans un vase clos et qu'on n'ouvre pas, les particules de plastique vont s'accumuler dans l'air que vous allez ensuite respirer. Donc aération, ça peut être bien. Alors attention aussi, aération, ça dépend où vous habitez. Si c'est à côté d'une route où il y a beaucoup de voitures qui freinent ou beaucoup de pneus, c'est des voitures avec des pneus, c'est comme souvent le cas. Beaucoup d'abrasion des pneus, vous allez aussi avoir des particules qui vont venir de l'extérieur. Mais à l'intérieur, effectivement, c'est beaucoup quand même tout ce qui est la manie, par exemple, des tapis ou des moquettes il y a quelques années, c'est une source de microplastiques possible. Donc si vous aérez pas, bien évidemment, beaucoup de microplastiques dans l'air, quoi. Donc il faut aussi, là aussi, privilégier des matériaux naturels.
Si on peut, juste quand même toujours un petit point, hein, il y a le côté économique, c'est-à-dire qu'effectivement, un produit synthétique qui coûte pas cher, une moquette en laine versus une moquette en nylon, on n'est pas sur les mêmes gammes de prix, donc c'est autant que faire se peut, hein, bien évidemment. À l'instant, le cake, des fois on peut pas, quoi. Donc, Alors donc ça, c'est toutes les choses individuelles qu'on peut faire. Donc on voit bien, voilà, l'alimentation, ce qu'on boit, la maison, etc. Et au niveau collectif? Alors, collectif, ça va être encore pire, parce que l'idée sûrement du collectif, c'est de partir plutôt sur une réduction de la production. Parce qu'on part du principe qu'un plastique égale un microplastique, quoi. Donc, réduire la production, enfin, réduire la consommation globale de façon à réduire la production. Donc, moins on produira, moins on aura de plastique, donc moins on aura de microplastique. Ça, c'est sûrement le premier point. Donc, privilégier, effectivement, des emballages différents, une utilisation un peu plus limitée de matières plastiques. Le deuxième point qui peut être important, c'est quand même beaucoup le côté recyclage. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, souvent d'un point de vue là, c'est économique aussi, mais les pays qui vont avoir les plus fortes productions de microplastiques sont pas forcément celles qui produisent le plus de plastique, mais celles qui gèrent moins bien leurs déchets. Donc, très important de bien gérer ces déchets, donc à titre individuel ou collectif. Donc, le plastique, on ne le jette pas dehors, bien évidemment. Et puis, d'un point de vue plus général, d'un point de vue politique, c'est d'avoir une politique, effectivement, de gestion des déchets plastiques, de façon à ce qu'ils ne partent pas dans la nature, quoi. Donc, il y a une des façons de s'en débarrasser, c'est l'incinération, donc qui n'est probablement pas sans danger non plus à un moment ou à un autre, mais qui permet, en tout cas en matière de microplastiques, de limiter ces microplastiques dans l'environnement. Voilà, je pense que c'est les deux gros points, hein. Après, les plastiques qui sont déjà présents dans l'environnement, alors, il y a beaucoup d'associations, hein, qui vont lutter, qui vont essayer d'aller ramasser des plastiques ou des Alors, des microplastiques, on va pas les ramasser, parce que ça, on sait pas le faire. Mais des plastiques, le fameux 7e continent, par exemple, toutes les bouteilles plastiques, les sacs plastiques qui s'accumulent dans des gyres dans les océans, c'est essayer d'aller les ramasser, mais pour en faire quoi? Enfin, on a l'impression qu'on va chercher quand même une petite cuillère de l'eau dans la mer et qu'on essaye de vider cet océan de toutes ces matières plastiques. Ça me semble compliqué. C'est très louable, hein, comme idée, mais est-ce que c'est vraiment très efficace? C'est un début, mais je pense que le plus efficace, c'est quand même limiter la production et puis assurer une gestion des déchets la meilleure possible, quoi. Merci infiniment. C'est vraiment passionnant de faire le point sur cette question, de savoir où on en est et ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.